Ainsi l'empereur fit reparaître des décorations et des statues, des croix et des cordons, mais au lieu de ne les répondre que sur des classes spéciales et exclusives, elle les étendait à toute la société, à tous les genres de services, à tous les genres de talents, et par un privilège exclusif peut-être en la personne de Napoléon. Plus il en accorda, plus il acquérant des prix. Il estime à 25 000 peut-être le nombre de décorations de la Légion d'honneur qu'il a distribuées à le désir et les obtenir, disait-il, allait toujours croissant. C'était devenu une espèce de fureur. Après la campagne de Wagram, il l'adressa à l'archiduc Charles et par un raffinement de galanterie qui ne pardonnait qu'à Napoléon. Ce fut les croix d'argent précisément celles des simples soldats qu'il lui envoya. C'était, disait l'empereur, la pratique fédale et volontaire des maximes qu'on vient de voir qui faisaient de lui le monarque vraiment national et qui aurait rendu la quatrième dynastie, la dynastie vraiment constitutionnelle. Aussi, vous avez dit souvent le peuple du plus bas étage, on avait-il l'instinct secret. L'empereur raconte qu'en revenant de son couronnement d'Italie et dans les environs de Lyon, la population accourant sur les routes, il lui prit fantaisie de monter seul et établier la montagne de Tarare. Il avait défendu que personne ne le suivit. Se mêlant à la foule, il accosta une bonne vieille à qui il demanda ce que cela signifiait. Elle lui répondit que c'était l'empereur qui allait passer. Sur quoi, après quelques paroles de politique, il lui dit: Mais la bonne, autrefois vous aviez un tyran capé. À présent, vous avez le tyran Napoléon. Que diable avez-vous gagné à tout cela? La force de l'argument, disait Napoléon, déconcerta le vieil peu au moment, mais cependant elle se remit et lui répondit: Mais pardonnez-moi, monsieur, après tout, il y a une grande différence. Nous avons choisi celui-ci et nous avions l'autre par hasard. Et la bonne vieille avait raison, ajoutait l'empereur, et elle découvrait la plus d'instinct et de bon sens que beaucoup de gens d'une grande instruction et de beaucoup d'esprit. L'empereur s'entoura des grands officiers de la couronne. Il se composait aux nombreuses maisons d'honneur, en chavaillons, écuyers et autres. Il est pris et parmi les personnes nouvelles que la Révolution avait élevées et dont la famille ancienne qu'elle avait dépouillée. Les premiers se regardaient sur un terrain qu'ils avaient acquis, les autres sur un terrain qu'ils croyaient recouvrer. Pour l'empereur, il ne cherchait dans ce mélange que l'extinction des haines et la fusion des partis. Toutefois, il était aisé, dit-il, de percevoir des mœurs et des manières bien différentes. Les anciens mettaient bien plus d'empressement et de grâce dans leur service. Ou Madame de Montmorency se serait précipitée pour renier les souliers de l'impératrice. Une dame nouvelle y eût répugné, celle-ci eut craint d'être prise pour une véritable femme de chambre. Madame de Montmorency n'avait nullement cette crainte. Ses emplois d'honneur étaient pour la plupart sans émolument. Ils portaient même de grandes dépenses, mais ils mettaient chaque jour sous les yeux du maître, d'un maître tout puissant, sus des honneurs et des grâces, et qui avait dit hautement qu'il ne voulait pas qu'un officier de sa maison adressât
à d'autres qu'à lui. Au moment du mariage de l'impératrice, l'empereur fit une recrue nombreuse de chevaliers dont les premiers rangs de l'ancien aristocratie, tout à la fois pour montrer à l'Europe qu'il n'existait plus qu'un parti en France et pour attirer l'impératrice des noms qui ont pu lui être familiers. Peut-être l'empereur balança même à prendre dans cette classe-là d'un bonheur. La crainte que l'impératrice, dont il ne connaissait pas le caractère, n'arriva avec des préjugés des naissances qui, en flairant trop l'ancien parti, lui fit faire un autre choix. Depuis cet instant jusqu'au moment de nos rêveurs les plus anciennes, les plus illustres familles, sollicitons avec ardeur d'entrer dans la maison de l'empereur. Comment ne usons-elles pas fait? L'empereur gouvernait le monde, il avait élevé la France et les Français au-dessus des nations. La puissance, la gloire, la force étaient son cortège. On était heureux d'entrer dans l'atmosphère d'un tel lustre appartenir directement à sa personnalité, au-dedans ou d'ailleurs, un titre à la considération, au hommage, au respect. Lors de la restauration, un royaliste qui s'était conservé pur et devant lequel je vais trouver grâce, me disait le plus sérieusement du monde, car quelle différence d'idées ne mène point la différence des partis qu'avec mon nom et la conduite franche que j'avais tenue, je ne devais pas désespérer de pouvoir me placer encore auprès du roi ou dans la maison de quelques princes ou princesses. Quel fut le renversement de ses idées quand je lui répondis: Mon cher, je me suis rendu impossible. J'ai servi le maître le plus puissant de la terre. Je ne saurais désormais sans déchoir prendre rien de pareil auprès de que ce soit. Sachez que quand nous allions porter au loin les ordres de l'empereur dans les cours étrangères en portant sa couleur, nous nous considérions et nous étions considérés partout à l'égal des princes. Il nous a fait voir jusque sept rois attendant dans ses salons au milieu de nous et avec nous. Lors de son mariage, 4 reines portaient le menton de l'impératrice, dont un de nous portons était le chevalier d'honneur et un autre écuyer. Croyez donc, mon cher, qu'une ambition généreuse se trouve rassasiée après de telles grandeurs? Du reste, la magnificence et la splendeur qui composaient cette cour sont exemples, reposant sous une outre et une régularité d'administration qui a fait l'étonnement et l'admiration de ceux qui sont venus en fouiller les débris. L'empereur en inspecté plusieurs fois lui-même les comptes dans l'année. On a trouvé tout ce château réparé et embelli. Il renfermait en près de 40 millions de mobilier et 4 millions de vasailles. S'il eût eu de quelques années de paix, l'imagination de la peine serait éditée sur ce qu'il aurait pu faire. L'empereur disait avoir eu une idée heureuse qui était bien fâchée de n'avoir pas exécuté. C'était devoir charger quelques personnes de rechercher les pétitions les plus importantes. Ils nous ont indiqué chaque jour, disait-il, 3 ou 4 particuliers des provinces qui auraient été admis à mon évêque et m'auraient expliqué directement leurs affaires. Je les ai discutés immédiatement avec eux et leur ai rendu promptement justice.
j'observais à l'empereur que la commission qu'il avait créée fut entièrement sous le titre de commission de pétition approchée infiniment de son idée actuelle et faisait en effet beaucoup de bien. Je l'avais été président lors du retour de l'île d'Elbe et dans les premiers mois, je vais déjà fait droit à plus de 4000 pétitions. Il est vrai, lui disais-je, que les circonstances d'abord et la vie tout ensuite n'avaient jamais permis à cet établissement de jouir de la plus précieuse prérogative dont il avait doté sa création, celle qui aurait produit sans doute le plus d'effet sur l'opinion, savoir de lui présenter officiellement à sa grande audience du dimanche le résultat du travail de toute la semaine et la nature des choses, les constantes expéditions de l'empereur et surtout la jalousie des ministres. Tout avait concouru à dépouiller cette commission de ses beaux privilèges. L'empereur était fâché aussi, disait-il, de devoir point établi par l'étiquette du palais que toutes les personnes présentées, les femmes surtout, qui pourraient prétendre à obtenir de lui une audience, arrivèrent de pleine droite au salon de service. L'empereur, la traversant plusieurs fois dans la journée, peut satisfaire en passant à quelques-unes de leurs demandes. Elle se fut épargnée de la sorte les refus de ces audiences et la perte du temps qu'elles lui causaient. L'empereur avait balancé quelque temps, disait-il, à rétablir les grands couverts de nos rois, c'est-à-dire le dîner en public chaque dimanche de toute la famille impériale. Il nous a demandé notre avis. Nous différions. Les uns approuvaient, présentant ce spectacle de famille comme fort moral pour le public et propre à produire le meilleur effet sur son esprit. C'était d'ailleurs, disions-ils, un moyen pour chaque individu de voir son souverain. D'autres les combattaient, objectant qu'il y avait dans cette cérémonie quelque chose d'idole et de féodal, de d'auterie et de civilité qui n'était plus dans nos mœurs ni dans notre dignité moderne. On pouvait bien aller voir le souverain à l'église ou au spectacle. Là, on concourait du moins à ces actes religieux où l'on prenait part à ses plaisirs. Mais aller le voir manger, c'était se donner une ridicule mutuelle. La souveraineté devenue, ainsi qu'il avait si bien dit l'empereur, une magistrature ne devait se montrer qu'en pleine activité, accordant des grâces, réparant des torts, expédiant des affaires, passant des revenus et surtout dépouiller des infirmités et des besoins de l'homme. Son utilité, ses bienfaits devions être son nouveau prestige. La parution du souverain devait être de tous les instants et inattendue comme la providence. Telle était l'école nouvelle, telle avait été la nôtre.